Le débat du dimanche, bonsoir et bienvenue. Trois thèmes au centre de notre émission de ce jour. La démission du ministre guinéen de la Justice, une lettre datée du 20 mai dernier et publiée cette semaine. Également le Mali avec cette hypothèse de dialogue avec les groupes djihadistes, AQMI en l'occurrence. Également ces manifestations contre les forces étrangères au Mali et au Niger, des sujets qui seront abordés par nos invités. Makan Kone de Nouvelle Libération, Badou Koba de Carrefour, Maître Konaré, avocat, et Serge Daniel, journaliste, écrivain. La Guinée, premier thème de ce débat du dimanche avec le ministre guinéen de la Justice qui a rendu le tablier, je vous le disais, dans une lettre publiée le 20 mai, datée du 20 mai et publiée cette semaine, Cheikh Sako qui marque sa désapprobation quant à la révision constitutionnelle. Il affirme d'ailleurs ne pas avoir été associé à la modification de cette loi fondamentale. Maître Konaré, on a l'impression que Alpha Condé tombe sous le charme des sirènes révisionnistes, la mélodie des sirènes révisionnistes. Oui, je crois qu'Alpha Condé veut un troisième mandat. On en a déjà vu les signes dans la démission forcée ou, si vous voulez, dans le renvoi par ses propres pairs du président de la Cour constitutionnelle, dont on savait qu'il était farouchement opposé à toute révision de la Constitution et à tout troisième mandat du président Condé. Alors, le départ la démission du ministre de la Justice était aussi attendu, dans la mesure où l'intéressé ne cessait d'avaler, de se voir imposer des couleuvres à avaler. La première couleuvre, c'est qu'on lui a refusé la levée de l'immunité parlementaire du groupe parlementaire RPG, c'est-à-dire du groupe parlementaire du président du groupe parlementaire du parti au pouvoir, qui avait traité la justice guinéenne de pourrie. Ensuite, on lui avait refusé les moyens de tenir le procès de ceux qui avaient massacré sous la transition de Dadis, dirigé par Dadis, ceux qui avaient massacré au stade. Et enfin, il était connu pour être un adversaire de la révision constitutionnelle, de telle sorte que le projet de révision constitutionnelle ne lui a pas été présenté, il n'a pas été informé et il s'est senti comme quelqu'un de trop dans la barque Condé. Sa démission est tout à fait logique, elle est même salutaire. D'accord. Badou, sur cette démission. Bon, par rapport à cette démission, vous savez que cette démission contredit les propos d'Ibrahim Kansori Fofana, qui est le Premier ministre de Guinée, qui a bel et bien dit que l'ensemble des membres du gouvernement sont d'accord avec cette révision constitutionnelle. Donc la démission de Cheikh Sako depuis Montpellier contredit ces propos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le professeur Alpha Condé, obnubilé par les bilans de ces deux mandats, veut coûte que coûte procéder à une modification de la Constitution. Ce que je ne lui conseille pas, il a beaucoup travaillé, tout le monde le sait, dans le domaine de l'électrification de la Guinée. Il a son actif le barrage de Kalita, le barrage de Souapiti, le barrage de Kouktamba. C'est une vérité qui est là, mais au-delà de cela, qu'il fasse énormément attention parce que la Guinée n'est pas comme les autres pays. S'il essaie de modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir, ça risque de très mal tourner pour lui. Avant que ça ne tourne très mal, Makan, déjà sur la démission du ministre de la Justice. Moi, je crois que c'est une bonne chose déjà. En fait, aujourd'hui, ça, ce n'est pas des choses qui doivent surprendre fondamentalement. Parce qu'autour de nous, on voit partout, on essaie de forcer un autre mandat, un mandat de trop. Les gens, il y a tout des désistements. On a vu dans plusieurs pays. Donc, je crois que la démission du ministre de la Justice, c'est un fait normal. Parce que lui, il sait que là où le président veut les mener, ce n'est pas une bonne voie et que c'est dangereux pour eux tous. C'est quand même des leaders, des responsables politiques qui ont un avenir, qui se soucient un peu de leur avenir, de l'avenir du pays surtout. Donc je crois que c'est aussi cela. La démission, elle est salutaire à plus d'un titre. Et puis maintenant, il faut qu'il tire les leçons des expériences passées. Oui, Serge. Oui, il y a un ministre, je crois, français qui disait qu'un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne.
Et lui, il a eu... Chevènement. Chevènement, voilà, très bien, Jean-Pierre Chevènement. Évidemment, lui, il a choisi de démissionner, c'est à son honneur, parce qu'il a démissionné pour ne pas être en guerre avec sa conscience et pour être en accord avec ses principes. Mais avant de démissionner, il est quand même, il n'a pas démissionné pour fuir. Il a quand même entrepris une démarche, c'était d'aller voir le président de la République, de dire au président de la République, je vous propose, monsieur le président, que vous me démettiez de mes fonctions, parce qu'il n'était pas d'accord. Le président n'a pas osé le démettre. Pourquoi? Parce que le président s'est dit, mais si je le démets, on va tout de suite dire que c'est parce qu'il n'est pas d'accord avec le mandat que je dois le démettre. Donc, le ministre, voyant que le président jouait la montre, s'est dit, je m'en vais. Donc, il a présenté sa démission, il est parti. Il a tout à fait raison, mais ça pose le problème pas seulement du troisième mandat, de la révision constitutionnelle. Comment voulez-vous que dans un pays, on puisse vouloir engager un référendum, une révision de la Constitution, sans que le ministre de la Justice ne soit informé? Mais c'est ça qui est quand même assez grave dans le cas de la Guinée. Ce qui peut laisser penser qu'il y a un cabinet Tchador qui a confectionné, ou qui est en train de confectionner un projet de constitution à soumettre quand même au peuple, et que le représentant du ministère de la Justice ne soit pas informé. C'est ça qui est quand même assez grave dans l'affaire. On n'a pas entendu la réaction du président de la République de Guinée, et comme s'il était surpris, je crois que c'est un ministre intérimaire qui l'a nommé. Donc l'affaire n'est pas terminée. Je pense que le ministre est parti, à sa place j'aurais fait la même chose, parce que si je suis ministre de la Justice et que je ne suis pas informé d'un projet de révision constitutionnelle, si je n'ai pas un texte, si je ne suis pas associé plus ou moins au texte, je n'ai pas une raison de rester au gouvernement. Oui, mais Maître Konaré, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vite en besogne? Jusque-là, personne n'a entendu le professeur Alpha Condé dire clairement qu'il va modifier la Constitution en vue d'un troisième mandat. Peut-être ce sont ses proches, ce sont ses partisans, le RPG Arc-en-Ciel, certains ministres, le Premier ministre, mais lui-même, personnellement, on ne l'a pas encore entendu avancer des propos de ce type-là. Oui, mais on n'en a pas besoin. Les signes avant-coureurs sont suffisamment éloquents. Et vous voyez bien que tous ceux qui s'opposent à ce projet reçoivent sur la tête un coup de massue. Je vous ai cité le cas du président de la Cour constitutionnelle. Oui, vous venez de voir le cas du ministre de la Justice. Donc ça veut dire que Alpha Condé est bel et bien partisan de cette révision. Et puisque la révision est censée lui permettre de se représenter, la question est la suivante: à qui profite le crime? Si vous avez l'identité de celui auquel le crime profite, vous avez le criminel. Ça, c'est une théorie classique en matière d'enquête. D'accord, Badou, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter quelque chose pour dire que l'UFR, à travers Sidia Touré, a immédiatement réagi, et l'UFDG de Selou Delen Diallo également a réagi pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec cette révision constitutionnelle aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord avec ça. Et je rejoins un peu Maître Konaré parce que le porte-parole de la présidence, Kiribi Bangoura, a parlé d'une révision constitutionnelle en disant que c'est une bonne chose pour la Guinée. Ça veut dire qu'il n'a pas parlé au hasard, peut-être il a dit prendre langue avec le président Alpha Condé. C'est une supposition, je ne précise pas. Le projet qui circule, un mot d'humour, le projet qui circule, donc 2 mandats, un mandat renouvelable de 6 ans, d'après ce que j'ai compris, ça veut dire que si effectivement ça passait, et si effectivement Alpha Condé restait au pouvoir, il aurait plus de 100 ans après le deuxième mandat. Donc je dis bravo à la démocratie. Oui, bon, peut-être que, je ne sais pas si ça fait longtemps, vous êtes rendu à Conakry. Moi, j'y étais le mois dernier. De 2010 à aujourd'hui, quand même, ça bouge. Hein. Il y a des infrastructures routières. Badou parlait de barrages et tout. On dit que la Guinée, c'est aujourd'hui plus de 650 mégawatts, plus que les centrales de beaucoup de pays de la sous-région. C'est quand même un bilan. C'est un bilan, mais moi je crois que c'est relatif. Et puis bon, il a été... Pourquoi pas la continuité dans ce cas-là? Non, surtout pas, parce que c'est quand même la démocratie. Il ne faut pas croire qu'il est le seul qui puisse faire des choses, qui puisse faire des merveilles en Guinée. Il y a quand même beaucoup d'hommes qui peuvent... Pourquoi est-ce que ceux qui viennent, qui font juste quelques réalisations, pensent que le seul homme qui peut faire bouger leur pays, c'est eux? On a vu, mais malheureusement, c'est qu'à chaque fois, ils font face, aujourd'hui surtout, ils font face à un peuple très déterminé. Et c'est ce qu'on ne comprend pas de la Guinée, du président guinéen qui tire aucune leçon de tout ce qui se passe à côté de lui en Afrique. Tous ceux qui veulent tripatuer la Constitution finissent par
pouvoir trouver le peuple en face d'eux, ça ne passe pas du tout. Les exemples sont façonnés en la matière. Moi, mon inquiétude, c'est que la petite stabilité qui existe dans notre sous-région, si on ne fait pas attention, le président, il va aussi nous la gâcher, quoi. Okay. Parce que si jamais la Guinée s'embrase, parce que c'est ce qui va se passer, les gens ne sont pas d'accord par rapport à ce troisième mandat, on va avoir une crise. Moi, je voulais quand même relativiser. Okay. Moi, j'ai connu la Guinée la première fois, j'avais 10 ans. Mon père était diplomate, j'ai été à l'école. Je suis revenu, je suis reparti à l'école. Je suis revenu, j'ai été journaliste. Je suis revenu, j'ai été expulsé. Je suis revenu parce que le président a dit de revenir. C'était Alassane Conté à l'époque. Et puis, je suis reparti parce qu'on ne pouvait plus travailler. Voilà, on ne pouvait plus travailler, donc je suis reparti. Mais il y a eu toujours, et aujourd'hui, je suis reparti à la transition. Ouais. Donc, c'est pour te dire que le problème de l'électricité n'est pas réglé. Je crois qu'Alpha Condé lui-même a dit un jour qu'il a été berné plus ou moins. Moi, je pense qu'Alpha Condé, l'itinéraire de cet homme-là, est un bel itinéraire. C'est le seul maoïste à avoir pris le pouvoir en Afrique, probablement. Mais il rêvait d'être, quand il a pris le pouvoir, il rêvait d'être Obama et Mandela. Il n'est devenu ni Obama, ni Mandela. C'est quand même terrible de voir quelqu'un, on verra comment ça va se passer. Si effectivement il veut s'accrocher au pouvoir, je pense que ce serait une erreur. Il dit souvent, parce que pendant longtemps, il a évité la question. Il a dit, c'est au peuple de décider, c'est au peuple de décider. Mais non, le peuple ne décide pas. C'est à lui de décider, contrairement à ce qu'il dit. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'effectivement, il faut saluer les avancées socio-économiques réalisées par Alpha Condé. Mais il ne faut jamais oublier en Afrique que nous sommes dans un processus d'apprentissage de la démocratie. Nous ne sommes pas encore dans la démocratie. Alors, il faut que ceux qui ont le pouvoir au début de l'ère démocratique donnent l'exemple. Hein? Je trouve que ceux qui ont accepté de respecter, y compris au Mali, la Constitution et de partir à la fin de leur mandat ont donné un bon exemple à leur peuple. Alpha Condé, tout le monde s'est battu pour lui quand il était opposant, quand il avait été jeté dans les geôles de Lassana Conté. Donc, on l'avait pris pour un modèle de démocrate. Il serait bon que, à la fin de son mandat, il s'en aille et qu'il laisse quelqu'un d'autre prendre le relais. Okay. Persister dans la voie d'une révision constitutionnelle, c'est vraiment donner le mauvais exemple. Et comme Makan l'a dit, ça contient les germes d'une nouvelle révolte et la sous-région n'en a pas besoin. D'accord. Badou, est-ce que Alpha Condé ne pourrait pas profiter de la clémence, sinon de l'appréciation du 2 poids 2 mesures de ce qu'ils sont censés faire le gendarme? Est-ce qu'on pourrait refuser à Alpha Condé ce qu'on a accepté, ce qu'on a laissé passer pour un Kagame, par exemple? Non, moi je pense que le contexte est un peu différent. Vous savez, Paul Kagame, tout le monde sait les circonstances dans lesquelles il est venu au pouvoir, c'est suite à un génocide. Dans le cas d'Alpha Condé, il est venu suite à une élection présidentielle. Or, la constitution de Guinée, une élection contestée avec Céline Dion au deuxième tour, tout le monde le sait. Ça fait plus de 2 mois, 6 mois ou 10 mois avant de faire le deuxième tour. Oui, donc le problème fondamental, c'est quoi? C'est qu'Alpha Condé, sachant comment il est venu au pouvoir, et sachant aussi que la communauté internationale ne tolérera pas la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest qui souffre déjà du problème terroriste, cette communauté internationale probablement ne se laissera pas faire. Et ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est qu'Alpha Condé est toujours obnubilé par son bilan. Vous savez que la Guinée est pratiquement le premier exportateur de bauxite au monde et jusqu'à preuve du contraire, la Guinée n'avait pas de raffinerie de transformation de la bauxite. Alpha Condé a amené ça et Alpha Condé a un projet, l'exploitation du plus grand gisement de fer à ciel ouvert au monde, le gisement de fer du Mont Simandou, toujours en Guinée-Conakry. Donc malgré tous ces efforts, malgré tous ces facteurs, je pense qu'Alpha Condé doit prendre conscience du danger qu'il représente s'il essaie de modifier la constitution. Parce qu'il veut imiter Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Or, Alassane, c'est vrai, a modifié la constitution. Alassane ne va pas se représenter, ce qui est sûr et certain. Si il ne pouvait se représenter à partir de 2020 pour faire 2 mandats. Mais oui, d'accord. Maître Konaré, doit-on refuser à Alpha Condé ce qu'on a accepté pour Kagame? Le contexte est différent. Kagame peut être considéré comme une sorte de père
de la nation, même si la normalement nation... la démocratie, il n'y a pas d'exception, c'est vous pas savez que géométrie variable. Kagame a fait renaître son pays. C'est un peu comme un père de la nation, même si la nation a existé avant lui. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il soit là pour stabiliser le pays. C'est lui qui l'a recréé. Le Rwanda, c'était terminé. Ok? Donc, il faut le laisser terminer son travail, parce que c'est un travail qui est beaucoup plus lié à la personne de Kagame qu'à l'action des pouvoirs publics. C'est-à-dire étant touché, ayant des convictions de lui et les convictions qu'il a, étant un homme d'une extrême rigueur, qui ne tolère pas, etc. Donc il faut le laisser impulser, poursuivre le mouvement jusqu'à ce que le pays se stabilise. C'est très différent du cas de la Guinée, qui n'a pas du tout besoin d'un troisième mandat de Alpha Condé. Maintenant, pour terminer en répondant à Badou, il ne faut pas que les Guinéens comptent sur l'appui de la communauté internationale. D'accord, justement. Au contraire, celle-là aurait bien intérêt à ce que la Guinée plonge dans les eaux troubles comme le Mali. C'est même la question que j'allais poser à Serge. Voilà, donc la communauté internationale a juste besoin de quelqu'un qui exécute ces quatre volontés. Oui, Serge Zanel, il y a une espèce de hanté à Bana qui est en train d'être érigé en Guinée avec le Front National de Défense de la Constitution. En termes de rapport de force, comment est-ce que vous voyez tout cela? Est-ce que l'issue du projet va dépendre de ce rapport de force-là, justement? Il y aura deux phases, à mon avis. Ça va dépendre des rapports de force sur le terrain. Ça, c'est sûr. Mais l'autre respiration qu'on aura de cette crise, parce que c'est une crise, c'est que on va avoir, quand ça va être déclaré, bon, on va changer la Constitution, voilà comment on va faire, les 2 tiers à l'Assemblée, le référendum, une nouvelle Constitution, etc. Là, on va voir en ce moment comment les gens vont réagir. Et vous savez qu'il n'y a pas de manifestation en Guinée, généralement, sans qu'on entende parler de violence, sans qu'on entende parler de mort. Je pense que la responsabilité appartient à M. Alpha Condé lui-même, qui doit pouvoir voir la situation et prendre la bonne décision qu'il faut prendre. Deuxième thème de ce débat du dimanche, le Mali. L'International Crisis Group suggère au gouvernement un changement de cap en combinant pression militaire et dialogue avec les groupes djihadistes, AQMI en l'occurrence, Maître Konaré. On a vu que le gouvernement est même favorable à cette hypothèse-là de dialoguer avec ces groupes-là. Et moi, je me félicite de cette nouvelle orientation ou de cette nouvelle évolution de la doctrine gouvernementale. Je suis l'un des premiers à avoir préconisé un dialogue direct avec Yad Ag-Ghali, le plus grand chef terroriste du Mali et du Sahel. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est lui qui nous fait la guerre. Je crois que dialoguer signifie qu'il faut discuter avec celui avec lequel vous êtes en conflit. Seul Yad est notre adversaire. Les autres, Amadou Koufa, la SEMA, ces différents démembrements, tous ces gens-là ne sont que des bras et des pieds de Yad. Ils n'existent pas. C'est Yad seul qui existe avec son parrain AQMI dirigé par Abdelmalek Droukdel. Si un dialogue s'instaure, ça va permettre au moins de s'entendre sur deux choses. Il faut que Yad puisse nous dire en quoi le Coran et la tradition du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, lui permettent de tuer des Maliens déjà islamisés. Il faut qu'il nous dise pourquoi il veut installer la charia islamique dans des zones qui sont islamisées depuis plusieurs siècles. Gao, Tombouctou, Kidal, Djenné. Okay. Des zones qui ont abrité l'empire Peul islamique du Magena. D'accord. Alors donc, moi, je crois que ce dialogue est salutaire. Le gouvernement avait voulu le faire dans un premier temps. La conférence d'entente nationale avait préconisé le même dialogue,
mais nous avons été freinés dans notre élan par la France. D'accord. Qui veut qu'on reste en vase clos, qu'on ne discute pas avec les terroristes, qu'on discute plutôt avec la SEMA, alors que la SEMA n'est qu'une filiale. D'accord, on va revenir vers vous, maître, pour ce tour de travail. Badou Koba, par rapport à cette hypothèse. Par rapport aux recommandations de l'Institut Crésis du groupe, effectivement, le ministre de l'administration territoriale, Boubacar Al-Faba, a dit sur les zones de refus que le gouvernement de la République du Mali est prêt à négocier, mais est prêt à négocier sous conditions. Et il a même dit qu'il y a déjà des passerelles de communication. Et par exemple, il y a le cas des chefferies de Dialoubé, de Mopti et de Djenné qui ont commencé à prendre langue avec la Katiba Massina de Amadou Koufa. Mais il y a un politologue qui a réagi, un certain Sega Diarra, pour dire que négocier avec les djihadistes serait une perte de temps. Mais quand même, il pose des conditions. Il dit qu'il faut que le gouvernement pose des conditions et que les djihadistes acceptent ces conditions pour pouvoir négocier. Et c'est le point de vue de Mohamed Diawara aussi, qui est un sociologue, qui a parlé sur les zones de Tamani pour dire qu'il faut négocier, mais il faut négocier sur des bases claires, sur des bases correctes. Donc c'est par rapport à cela seulement qu'on pourra peut-être trouver un terrain d'entente. Parce que si vous prenez le djihadisme au Mali, c'est pas Yad Agali seul, il y a Bel Mokhtar qui est là. Bon, Yad Agali, Bel Mokhtar, c'est eux qui tirent les ficelles. Amadou Koufa n'est que leur lieutenant. Même si Amadou Koufa venait à être d'accord, est-ce que si Yad Agali et Bel Mokhtar ne sont pas d'accord, est-ce que les négociations vont aboutir? C'est la question qu'il faut se poser. Moi, je parle déjà de la manière dont cette volonté de dialogue même est instaurée. C'est qui est demandeur? C'est le gouvernement qui est demandeur. Je crois que c'est inquiétant déjà. Parce que là, ce qui veut dire que nous allons dans ces négociations en position d'extrême faiblesse. Encore une fois, on va se faire, permettez-moi l'expression, harakiri, parce que c'est les djihadistes, comme on les appelle, ils vont poser leurs conditions. C'est nous qui sommes demandeurs aujourd'hui de dialogue. Ce dialogue, Maître Konaré vient de dire, les gens en ont parlé depuis longtemps. Le gouvernement n'a pas voulu dialoguer. Or, même s'il y a des passerelles, comme il l'a dit, des négociations et tout, mais officiellement, le gouvernement n'a jamais voulu prendre langue. Le président, on se souvient, l'a même dit dans une interview l'année dernière, qu'il ne va jamais dialoguer avec les djihadistes. En 2013, on a vu, à chaque fois qu'il y a des passerelles, des opportunités pour le gouvernement, pour aller vers ces terroristes, on fait le courageux, on se tape la poitrine, on refuse d'aller négocier, et après on revient pour dire on veut négocier. Pour proposer quoi? Pour dire, bon écoutez, vous nous avez assez combattu, qu'est-ce que vous proposez? Et ce qu'ils proposent, on connaît. Ils disent qu'ils veulent instaurer les djihad, un point c'est tout. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Donc pour dire qu'aujourd'hui, même si on va à ces négociations, on va en position d'extrême faiblesse et il y a de fortes chances que ça n'aboutisse à absolument rien. Okay. Je ne pense pas qu'à ce moment-là, il y a des négociations en pleine faiblesse. Si je peux m'exprimer ici, parce que bon, le dialogue a commencé bien avant. Hein, le gouvernement n'a pas attendu ce rapport de l'ONG dont vous parlez pour commencer à prendre ses responsabilités. Les passerelles existent. Vous savez que nous avons un confrère, un préfet qui ont été libérés. C'est de ça que je parlais. Et donc, à partir de ce moment, ça veut dire que les gens ont commencé déjà à parler. Et donc, sinon, s'il n'y avait pas de discussion, on n'aurait pas abouti, on n'aurait pas obtenu cette négociation. Vous savez, moi j'ai toujours dit une chose, c'est que autant il faut être ferme vis-à-vis des terroristes, avoir la sécurité, la force militaire, autant il faut discuter. Parce que si vous ne discutez pas à un moment, vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce que si vous voulez déradicaliser les jeunes qui sont dans les groupes terroristes, il faut pouvoir les démobiliser. Mais si vous voulez les démobiliser, forcément, donc il faut qu'il y ait un dialogue. Je vous rappellerai par exemple qu'en Afghanistan, les Américains ont mis, comme vous le savez, énormément de moyens. Ils ont tapé les terroristes, ça n'a jamais réussi. Ils ont négocié avec les talibans. Donc il faut, quand on n'a pas la politique de ses moyens, il faut faire quand on n'a pas les moyens de sa politique, il faut faire la politique de ses moyens. Il faut d'un côté dialoguer, mais de l'autre côté maintenir, de mon point de vue, la pression militaire, ce qui se fait actuellement dans le centre du Mali, pour être en position de force face aux interlocuteurs. Mais pour terminer, pour négocier avec eux, il faut deux choses. Ils ont une doxa, parce qu'ils ont un vernis idéologique en disant que c'est la charia qui veut l'appliquer, que voilà ce que dit le Coran. Il faut pouvoir leur envoyer des érudits, vous l'avez dit indirectement tout à l'heure, leur envoyer des érudits pour discuter de ce Coran qui est un livre saint qu'on connaît, pour discuter de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Mais de l'autre côté également, il faut toujours maintenir la pression. Parce que si vous ne maintenez pas la pression et que vous allez dialoguer seulement, ils peuvent vous contourner, et commettre à nouveau des attentats. Oui, maître, c'est une posture qui peut paraître désespérante pour le Malien lambda. Entendre en 2019 le gouvernement
n'est pas écarté l'hypothèse du dialogue avec les terroristes. Pour le citoyen lambda, c'est comme une capitulation, c'est comme un aveu d'impuissance, c'est comme l'échec quand même. Mais le 2019. gouvernement a déjà capitulé depuis longtemps. Depuis l'accord de paix, nous avons capitulé totalement. Seulement, nous avons capitulé entre les mains de personnes qui ne peuvent pas nous apporter la paix. Voilà le problème. Nous avons capitulé devant la CEMA qui ne peut pas nous apporter la paix. La preuve, c'est que depuis la signature de l'accord, on n'a pas la paix. Ça veut dire qu'on a signé avec les mauvaises personnes. Nous avons signé avec les prophètes. Alors qu'il y a Dieu. Il faut chercher Dieu maintenant. Excusez-moi le terme, c'est peut-être, il ne faudrait pas penser que je suis en train de parler du Dieu véritable. C'est une image. Je veux dire que nous avons discuté avec des gens très bas placés dans l'échelle, alors qu'il y a des gens plus haut placés, n'est-ce pas, que sont Yad Agali, Acmi et autres là. C'est avec eux qu'il faut discuter maintenant, les convaincre que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas le djihad, mais plutôt le terrorisme. Il faut faire la distinction entre ces deux concepts-là. D'accord. Okay? Le djihad est une guerre réglementée par la Sunna et il faut en préciser les concepts, n'est-ce pas, les contours et tout avec les groupes terroristes. D'accord. Serge Daniel a supposé qu'on aille vers ce dialogue-là. De quoi va-t-on parler, quelle va être la base de ce dialogue? Il faut d'abord des interlocuteurs. Alors on dit le Mali est laïque, républicain et indivisible. Oui, mais il y a d'abord déjà la position des djihadistes. Oui, mais il y a d'abord les interlocuteurs. C'était la thèse de Mahmoud Dicko qui a toujours dit, mais qu'il faut discuter avec tout le monde. Je pense qu'il avait déjà commencé, il avait déjà obtenu, je crois, une lettre de Yadar Ali, supposée être une lettre de Yadar Ali, jusqu'à ce qui est le coup d'arrêt dont vous parlez. Adam Thiam n'est pas là depuis 3 semaines. Je sais qu'il est à Mopti. Est-ce que c'est un canal de négociation avec les djihadistes? Il faut savoir. Donc il faut avoir les canaux de discussion, de négociation, c'est sûr. Mais ensuite, si vous voulez, à partir du moment où les djihadistes, ils ont un principe, quand ils vous disent « venez nous voir », ce ne sont pas des gens qui vont vous égorger. Il faut être sûr qu'ils vous demandent de venir vous voir, c'est ça le problème. Mais ensuite, il y a une base commune. Ils se disent musulmans, on se dit musulmans, donc on leur envoie des gens pour discuter avec la doxa. C'est-à-dire que la doctrine, c'est que nous sommes dans un pays laïque. S'ils veulent imposer la charia, mais c'est leur droit le plus absolu. Mais en ce moment, ils peuvent se transformer en parti politique, avoir des représentants à l'Assemblée nationale, provoquer un référendum ou une révision de la Constitution. S'ils sont majoritaires, ils sont majoritaires. La République de Mauritanie est une république islamique. Parce que ça a été voté. Donc c'est la démocratie aussi, si vous voulez. Donc leur demander de ne pas être pour la charia, c'est injuste. Mais le problème, c'est que nous sommes dans un pays laïque, donc ça peut être des bases de discussion. Mais au même moment, comme je vous le dis, vous savez, dans les groupes djihadistes, vous avez beaucoup de jeunes qui ne sont pas forcément encore imprégnés de l'idéologie djihadiste, qu'on peut donc déradicaliser. Mais comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez les déradicaliser, il faut pouvoir les démobiliser. C'est-à-dire que ça fait partie des négociations qu'on peut avoir. Donc discuter sur la doctrine, ça c'est important. En plus, nous avons un clergé très outillé sur cela. Il y a un islam plutôt pacifique qui se pratique au Mali, quelles que soient les tendances que nous avons. Et de l'autre côté, montrer quand même la fermeté que nous avons. Oui. Donc, une négociation qui se déroule en Y, d'un côté, nous avons la doctrine que nous pouvons discuter en leur disant, mais vous racontez des histoires, ce n'est pas juste, voilà ce que le Coran dit, voilà le Coran, et de l'autre côté, montrer que nous sommes faibles, nous sommes fermes. Ok, Magan connaît de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, on a dit que le Mali était en position de faiblesse, que le rapport est justement le produit du rapport de force consécutif au 21 mai 2014. Aujourd'hui également, on parle de ce dialogue avec les djihadistes, alors que le Mali reste également en position de faiblesse, surtout dans des régions comme Mopti. Est-ce que cet état de fait pourrait être impacté dans le document qu'on pourrait être amené à signer? La posture actuelle. Moi, c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec mes prédécesseurs par rapport à notre position en tant que Mali. Moi, je suis convaincu que c'est parce qu'on a capitulé, qu'on sait qu'on n'a on n'a rien à opposer à ces gens, et au centre, et au nord, et partout où il y a des attaques terroristes, des attaques djihadistes. C'est pourquoi on est d'accord pour négocier. Et puis il ne faudrait pas que ce soit encore une fois une ONG qui nous impose la négociation. On a toujours été ici, en tant que gouvernement du Mali, on n'a jamais voulu négocier, mais c'est International Crisis Group
C'est quand International Crisis Group vient faire un rapport et tout, encore qu'on a vu d'autres rapports du centre Carter il y a quelques semaines, qui disaient presque la même chose. C'est dans cette brèche que le gouvernement s'engouffre pour dire qu'on va négocier avec les... Moi, je répète, je suis convaincu que cette négociation, elle ne va pas aboutir à grand chose. Nous partons en position de faiblesse. Et la pression dont Serge parle, on ne peut pas maintenir la pression. La preuve, tous les jours, le dernier cas en date, c'est très grave, c'est ce qui s'est passé à Bankas toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pays, le gouvernement, malheureusement, ne contrôle pas grand-chose sur 2/3 du territoire national. Il faut qu'on pose cette question et que nous-mêmes, nous remettions en cause, nous nous disions qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour récupérer nos territoires et tout. J'ai failli dire, monsieur le ministre Macan, je ne sais pas pourquoi. Juste pour dire, qui a failli être ministre, je ne sais pas. Donc juste pour dire à Macan qui revient de Kidal et de Gao, je sais un peu comment vous êtes parti. Non, c'est pas compliqué, je pense à l'administration. Non, c'est un peu pas ça. Non, tu n'as pas, je peux le dire ici. Je sais, non, c'est pas caché. Quand tu dis, je sais comment vous êtes parti, c'est pas caché. Mais personne ne peut aller là-bas sans l'aménagement. Je sais un peu qui vous avez rencontré, vos interlocuteurs. J'étais pas en clandestinité non plus. Est-ce que vos interlocuteurs, c'est une question que je vous posais pour éclairer la lanterne des gens. Est-ce qu'on peut vous laisser poser la question? Est-ce que vous avez l'impression que vos interlocuteurs là-bas voulaient le dialogue ou pas avec les djihadistes? Ça peut nous être utile. Les interlocuteurs que vous avez rencontrés pour écrire votre journal que vous m'avez envoyé. Comment? Qu'ils veulent lequel interlocuteur? Est-ce qu'ils veulent le dialogue avec les islamistes? D'où? Puisque voilà, moi je vais essayer de poser la question. Il va essayer de répondre à cette question. Ok, pas nous. La question vient de se poser. L'Institut Crisis Group recommande de négocier, ils ont déposé un rapport. Mais ils connaissent les réalités du terrain. Vous savez, le problème du centre est beaucoup plus complexe que ça. Ils connaissent quand même. Ça s'est complexifié récemment. Dans le temps, c'était des problèmes de vol de bétail, des problèmes de terre. Donc, et ça a pris une tournure communautaire. Et les Amadoukouf ont donné un habillage religieux au phénomène. Sinon, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ok, Serge Daniel, peut-être mieux. Ok, d'accord, allez-y. Oui, il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est que l'État est en train d'engager de profondes réformes, y compris des réformes de la Constitution, pour prendre en compte l'accord de paix signé avec la CEMA. Il est tout à fait possible que dans le cadre des mêmes réformes, on tienne en compte les velléités d'islamisation d'une partie du territoire. La laïcité n'est pas un concept sacré. Personne n'est obligé de vivre dans une ville laïque. Au Nigeria, vous avez une république fédérale avec des États islamiques et des États chrétiens. Vous avez le même système dans beaucoup d'autres pays. La Tunisie, l'Algérie, mais l'islam est cité dans leur constitution comme une sorte de référence. Donc, il ne faudrait pas que d'emblée tout le monde pense que la laïcité est un principe et qui ne doit pas changer. On a eu tort d'inscrire dans notre constitution que des principes comme la laïcité ou le caractère républicain de l'État, etc., ne peuvent pas faire l'objet de révisions. Mais l'article 118 de la Constitution dit aussi que la Constitution ne peut pas être révisée lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Oui. Puisqu'on a trouvé une solution pour contourner cet article-là, eh bien, on n'a qu'à demander à la Cour constitutionnelle de nous trouver aussi une solution pour contourner la laïcité lorsque l'intérêt national le commande. Oui, peut-être il y a quelque chose qui... Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ça le problème. Je suis entièrement d'accord avec Serge aujourd'hui. Les solutions qu'il préconise... C'est la démocratie. Ce que je dis, c'est la démocratie. Vous êtes d'accord, Macan n'est pas d'accord. Je suis d'accord. C'est ça c'est ça qui me rend triste. Non, mais ce que vous dites, c'est ça la démocratie, cher ami. Lorsque vous dites qu'on s'est trompé, par exemple, dans la Constitution, de dire que le pays est le pays laïque. Mais c'est ça la démocratie. Donc en ce moment, si eux, ils veulent
faire introduire dans la Constitution Bacan qu'il faut qu'on soit un pays où la charia soit appliquée, il faut que ça soit la démocratie. Ce n'est pas boum, boum, boum en tuant les gens qu'on peut le faire, cher maître. Est-ce que vous voyez? Voilà la différence, qu'il y a la différence fondamentale. C'est pour ça qu'il faut discuter avec eux, avec des érudits, Bacan par exemple, qui fassent partie de la délégation, et qu'on leur dise non, le Coran ne dit pas ça. Voilà ce que dit le Coran. Mais au même moment, il faut avoir une force de frappe pour dire attention, il y a la pression. D'accord. On aurait quand même aimé que l'État s'assume parce que il doit faire en sorte que nous ayons la politique de notre orgueil, quoi, et ne pas aller vers. J'aime bien cette expression de j'aime bien cette expression de notre orgueil, parce qu'il y a quelque chose qui relève de l'orgueil. Les Maliens auraient aimé que le pays reste comme de la façon dont on l'a hérité le 22 septembre 1960. Ça, c'est de la responsabilité de l'État. Mais en 2019, quand on entend parler de dialogue avec les terroristes, on désespère. C'est comme un aveu d'impuissance. Bon, peut-être mieux vaut tard que jamais, il faudrait dialoguer. Tangara, depuis le retour, mieux vaut tard que jamais peut-être. Depuis le jour où Diongounda Traoré a appelé la France à l'aide pour repousser les terroristes à Kona, le Mali a cessé d'être indépendant. Qu'est-ce qu'il devait faire? Non. Ça veut dire nous avons cessé d'être indépendants. Oui, mais qu'est-ce qu'il devait faire? Qu'est-ce qu'il devait faire? Je n'ai pas condamné. Non, laissez-moi. Non, mais vous allez répondre. Laissez-moi terminer. Je veux dire, nous avons cessé d'être indépendants. Donc, cessez de parler de la politique de notre orgueil. Ça ne veut rien dire. D'accord, ok. Dernier thème de ce débat du dimanche. Justement, on parlait de l'appel du président Diongounda Traoré. Et curieusement, cette semaine, au Niger et au Mali, il y a eu des manifestations pour le départ de ces forces étrangères, Badou Sidi Koba. Les populations ne comprennent pas qu'avec toute cette convergence de forces, que nos pays ne puissent pas être stables comme il le faut, et convenablement. Oui, il faut comprendre la colère de ces deux populations, les populations du Niger et du Mali, mais force est de reconnaître que sans ces forces étrangères, on ne pourra pas bouger. Aujourd'hui, la situation du Mali et la situation du Niger est telle qu'il faut forcément la présence de ces forces étrangères, surtout le cas spécifique du Niger. Vous savez, le Niger est aujourd'hui une oasis cernée. Du côté du Niger, il y a Boko Haram. Du côté de la Libye, il y a la passe de Salvador, il y a le chef rebelle Toubou Barka Ouaddougou qui est toujours actif. Du côté du Mali, il y a AQMI et il y a l'organisation État islamique. Vous vous souvenez sans doute, il y a quelques jours de cela, 28 soldats nigériens de l'opération Dongo ont été tués. Donc tout cela prouve que nos pays aujourd'hui ont besoin forcément de puissances étrangères. Vous savez qu'au Niger, il y a les Allemands qui sont là-bas, la Bundeswehr, il y a un contingent italien qui est là-bas, les Américains sont là-bas, les Français sont à Niamey, ensuite les Français sont du côté de Madama, ça c'est du côté de la frontière libyenne. Donc forcément, nous avons besoin du soutien de ces forces étrangères aujourd'hui. Si ces forces étrangères quittent, nos États vont s'effondrer. Ça c'est clair, il ne faut pas se leurrer. Madame connaît. Oui, tous les manifestants, et puis la plupart des gens qui parlent de cette question, s'attaquent plus aux conséquences et puis oublient les causes. Ces gens ne se sont pas levés un bon matin pour dire, bon, on vient au Mali, hein, ou bien on va au Niger. Non, ça, il faut penser à ça. Comment est-ce que nous, on s'est retrouvés avec la MINUSMA aujourd'hui? Comment est-ce qu'on s'est retrouvés avec Barkhane aujourd'hui? Et puis on a l'impression que ces manifestations sont un peu orientés ou dirigés, en tout cas. Je crois que ceux qui jouent à ça filent un très très mauvais coton. Mon voisin, M. Konel l'a dit tout à l'heure, quand le jour où Diongounda a appelé la France, qu'est-ce qui pouvait se passer si Diongounda ne l'a pas fait? Puis ce n'est pas Diongounda celui qui l'a fait. Il a même été appuyé par d'autres chefs d'État de la sous-région qui savaient que le pays était envahi. Le deuxième point, c'est que ces gens qui sont là, ils ne sont pas là pour les beaux yeux des Maliens et tout. Ils ont aussi des ressortissants dans nos pays qui sont obligés de sécuriser. Donc pour vous dire que aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut reprocher des choses à ces forces internationales qui sont dans nos pays, c'est vrai, mais sans elles, comme Badou vient de le dire, nous on ne peut pas nous en sortir. Donc le mieux, c'est que nous soyons très humbles, nous travaillons à côté des deux, nous populations, nous les soutenions, en attendant que nos forces armées, nos militaires et tout, nos pouvoirs aient le pouvoir de nous sécuriser. D'accord, c'est vrai. Moi je comprends parfaitement les manifestants.
Et si je pouvais manifester, j'allais manifester. Bon, mais je suis vieux, je ne marche plus beaucoup. J'ai fait du vélo. Pourquoi? Parce que le constat est simple, ce que disent les populations. J'ai vu ça à Ouaga, j'ai vu ça ici, j'ai vu ça à Niamey, j'ai vu ça ailleurs. C'est que d'un côté, vous avez moins d'1 millier de djihadistes. Vous avez moins d'1 millier de djihadistes. Et de l'autre côté, vous avez au moins 20 000 hommes. Vous avez des avions, vous avez des hélicoptères, vous avez des tanks, des chars. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les vaincre. C'est-à-dire que ce que disent les manifestants, c'est qu'avant l'arrivée des troupes, nous étions plus en paix qu'après leur arrivée. C'est-à-dire, c'est peut-être pas loin, pas poussé très loin, mais c'est quand même une réalité. C'est-à-dire que la vendeuse de beignets de Niamey ou de Ouaga ou de Bamako, qui vendait des beignets quelque part et qui ne peut plus vendre ses beignets aujourd'hui parce qu'il y a des coups de feu, c'est tout à fait normal de réagir comme ça, en disant mais pourquoi vous faites ça? Les autres ne sont pas 1 millier, ils sont quelques centaines. Vous êtes plus de 20 000, vous avez des avions, vous avez ceci, vous avez cela et vous n'arrivez pas à les vendre. Donc c'est tout à fait, j'en ai terminé, 1 minute. Donc c'est tout à fait normal, c'est légitime cette angoisse des populations. De l'autre côté, c'est beaucoup plus complexe parce que c'est aussi une question de gouvernance. Je vais vous dire, je suis persuadé d'une chose. Si les 3 pays, le Mali, le Niger, le Burkina, donc les pays du Liptako Gourma, qui est un peu le ventre dur, pas le mou, mais le ventre dur, qui est un peu l'Al-Qaïda du problème, la base du problème aujourd'hui, s'entendaient, je suis sûr qu'en 1 an, nous pouvons faire quelque chose complètement. D'accord, ok. Après, oui. Je ne suis pas du tout d'accord avec Magan lorsqu'il dit que sans les forces internationales, le Mali ne pourra pas s'en sortir. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est cette idée-là que les forces internationales sont en train d'inculquer dans la tête des Maliens. Avant eux, nous avons eu combien d'empires? On n'a pas eu besoin de la communauté internationale pour vivre. Hein? Oui, mais il faut... Maintenant, non, laissez-moi terminer. On te laisse pas. Laissez-moi terminer. On te laisse pas. Le Vietnam, avec ses petites forces, a quand même mis en échec les troupes françaises, puis les troupes américaines. Donc, le budget que le Mali a aujourd'hui permet largement de le doter des moyens nécessaires pour bouter les terroristes hors de chez lui. L'Algérie l'a fait. L'Algérie n'a pas eu besoin des Français pour vaincre les terroristes. D'autres pays l'ont fait. Nous devons prendre exemple sur ces pays-là, au lieu de penser que sans Barkhane, sans la MINUSMA, nous ne vivrions pas. Regardez le G5. Regardez le G5. À quoi a-t-il servi? Il a fui Mopti et il veut coûte que coûte s'installer au milieu des populations. Il veut être protégé par les populations au lieu de les protéger. Moi je parle de constat simple, de constat très simple. Si nous pouvions assurer notre sécurité en 2013, nous n'allions pas faire appel aux forces internationales. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, bon, ça dépend. Maintenant, je crois qu'il fallait dire ça. Mais maintenant, aujourd'hui, je parle du minimum de reconnaissance envers des gens qui viennent mourir ici pour nous. Ça aussi, c'est la vérité. C'est pas compliqué de le savoir. Et puis, cet orgueil qui consiste à dire on peut parler d'empire et tout, là, je crois qu'il faut laisser ça maintenant. Rapidement, moi, je voulais dire que franchement, j'étais un peu triste parce que Alexis nous a abandonnés aujourd'hui. Il est à Abidjan pour mettre du beurre dans ses épinards. Et je suis aussi au courant. Et je pensais que, franchement, pour une fois, on allait se quitter vraiment unis, vous et moi. Mais franchement, vous avez un côté manichéen. Parce que vous voyez, je le pense vraiment sincèrement. Parce que je vais vous dire, c'est beaucoup plus complexe. Je vous ai tout à l'heure, Dionkunda, on va vous dire que moi, j'ai pas la carte du parti de Dionkunda. Mais franchement, qu'est-ce qu'il aurait pu faire à l'époque s'il n'appelait pas les Français ou les troupes étrangères? Mais c'est comme ça a été utile quelque part. De vouloir considérer que nous pouvons vivre en autarcie et régler seuls nos problèmes, je pense que, Maître Konaré, je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a chez vous, et c'est tout à fait normal, un nationalisme ombrageux, que je comprends très bien, derrière vos lunettes, mais qui ne règle pas le problème. Est-ce que ce n'est pas un peu réducteur de commenter l'arrivée des forces étrangères à l'arrivée seulement? Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà, avoir un double commentaire? Après l'arrivée, on aurait quand même aimé, puisqu'elles sont déjà au Mali, elles sont déjà au Niger, qu'elles travaillent à stabiliser ces pays-là. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Le problème du nord du Mali, et vous me permettez de le dire en moins d'1 minute,
c'est qu'on n'a pas pu avoir le médicament qu'il fallait après l'opération Serval. C'est-à-dire qu'on a laissé un blanc. Moi, j'étais en 2012 dans le nord, à Gao, lorsque la ville était contrôlée par le Moujao. Alexis, bon, c'est pas Alexis, Alexis n'y était pas. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il savait qu'il allait avoir une intervention. Et les gens du Moujao m'ont dit, monsieur Serre, vous savez, c'est maintenant que pour nous la guerre commence. Parce que c'est quand ils vont venir qu'on va partir que la guerre commence. Il n'y a pas eu, ça c'est de la responsabilité de la communauté internationale, puisque la communauté internationale assistait le Mali. Il n'y a pas eu de dispositif après Serval. Et donc, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais à dire qu'il ne fallait pas Serval, mettre Conaré encore une fois, je ne suis pas d'accord. Badou, vous avez demandé la parole. Dans le cas spécifique du Vietnam, je vais donner une précision détaillée. C'est des forces étrangères qui sont parties envahir le Vietnam. C'est nous qui avons demandé à ces forces étrangères de venir nous aider. Le 11 janvier 2013, quand Jong-un a lancé un appel de détresse à François Hollande pour qu'il voile à notre secours, mais ça n'allait pas du tout. On a fait une lettre. Déjà, on commençait à emballer leurs bagages. Je vais vous dire. Il a écrit une lettre, on lui a fait réécrire la lettre. Parce qu'on était dans une situation d'urgence, Bête Conaré. Avouez-le pour une fois que vous êtes dans l'erreur. Et au-delà de cela, ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est que cette situation est la conséquence de la guerre en Libye. Donc la guerre en Libye a ouvert la boîte à Pandore parce que les Américains, les Français ont parachuté des armes dans les Djebel Nefoussa. Ces armes sont tombées entre les mauvaises personnes, entre les mains de mauvaises personnes. Au-delà de cela, il y a l'arsenal libyen aussi qui a été disloqué. Donc les armes se sont dispersées. Et sous la pression des armées russes, en Syrie, beaucoup de combattants de l'organisation État islamique sont venus vers nous. Ils savent fabriquer les mines et improviser, donc ils ont l'art de fabriquer ces mines et ça contribue à déstabiliser. C'est ce qu'on appelle la guérilla. C'est ce qu'on appelle la guérilla. Rapidement, juste pour dire que on nous a pris dans un piège. Mais voilà. Je vous ai donné l'autre jour. Non, mais vous voyez, Serge, je ne veux pas. Pardon. La communauté internationale nous a pris dans un piège. Je vous ai donné l'exemple du poulailler. On nous a transformé en poule. On a enfermé dans un poulailler. Chaque fois que la poule veut sortir la tête, il y a un chien qui lui bondit dessus. Le chien, c'est le terroriste. Et le chien est tenu en laisse par la communauté internationale. Bon, je dis que si la communauté internationale voulait la fin de la guerre terroriste au Mali, elle finirait en 2 jours. D'accord, si ça persiste, c'est parce qu'elle le veut. Ouais, bon, peut-être que c'est une bonne chose, hein, déjà qu'il y a des tentatives d'approche entre la poule et le chien. On en a parlé, voilà, ce dialogue avec les groupes terroristes, djihadistes. Espérons que ça puisse servir à quelque chose. Merci d'avoir suivi ce débat du dimanche. Nos invités étaient Makan Koné de Nouvelle Libération, Badou Sidi Koba de Carrefour, Maître Chekmar Konaré, avocat, et Serge Daniel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain, à 19h. Dimanche prochain, donc, ce sera à 19h, temps universel, Inch'Allah. Et bonne fête à toutes et à tous. À dimanche prochain. Inch'Allah. Merci. Ouais.